Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Toto Commandement, l'endroit où on a parlé du commandeur, ici Thibaut et je suis en compagnie d'Emeric. Salut tout le monde. Et aujourd'hui on attaque la deuxième partie des commandants de Commandeur Légende, la bataille de la porte de Baldur, parce qu'il n'y en avait pas assez avec une vidéo. Ouh. Non. Et aujourd'hui on va s'attaquer au commandant multicolore. Mais avant tout, phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Et rappelons qu'également en ce moment vous pouvez gagner une boîte de booster draft grâce à Playin, notre partenaire pour cette édition Commander Legend, la bataille de la porte de Baldur. Oui, ça se passe sur notre Twitter, ou plutôt sur le Twitter de Playin, et il faut également nous suivre et retweeter ce tweet que je vous montre actuellement à l'écran, et sur lequel du coup vous pouvez réussir à gagner une boîte de booster de draft pour partager votre expérience de draft avec vos amis, avec une bonne ouverture de petits boosters dédiés à notre format. On va parler aujourd'hui des commandants strictement multicolores, pas des combinaisons background avec Choose a Background, dont on avait parlé la dernière fois. Si vous voulez aller voir cela, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Aujourd'hui, les commandants multicolores, et ma foi, il y a du bon. Ouais, il y a du bon, et surtout, c'est un peu moins... Comment dire, sans être un peu trop... bon. On sait un peu plus où on va qu'avec les monocolores. Ouais, c'est vrai que les combinaisons, c'est assez varié, quoi. Ouais, donc, c'est ça. Là, voilà, un commandant, ok, une ligne directrice, on sait où on va, c'est bon. C'est ça. Alors, du coup, je préviens comment ça a été fait. Comme dans Commander Legends 1, on a un commandant qui est unco, un commandant qui est rare par chaque combinaison bicolore, on a un commandant rare pour chaque combinaison tricolore, et on a en plus 3 petits planeswalkers qui se baladent en bicolore, qui sont en rab, et qui sont des mythiques, bien évidemment. On va commencer avec Alondo, le prophète, une créature légendaire humain et chaman qui coûte 4 mana, dont un vert et un bleu, c'est une 3-5. Attention, accrochez-vous. Vous l'engagez, piochez une carte, puis exilez une carte de votre main et mettez un nombre de marqueurs temps égal à sa valeur de mana sur elle. Elle acquiert quand le dernier marqueur temps est retiré de cette carte. Si elle est exilée, vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana. Si vous lancez un sort de créature de cette manière, il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Puis, retirez un marqueur temps de chaque autre carte que vous possédez en exil. C'est un méga suspend. Ouais. Mais c'est assez particulier parce qu'en fait, ça ne donne pas la suspension. Non. Le seul moyen de retirer les marqueurs temps d'un sort qui n'a évidemment pas la suspension, avec Alondo, en fait, c'est de continuer à l'activer lui. Ouais. Du coup, voilà. tu peux jouer la meilleure stratégie, selon moi, de Simic. C'est Simic Twiddle. Oh là, oui. Tu joues Twiddle Alondo, et je pense que tu peux cracher ton deck. Mm. Un truc tout con, hein. Sceptre chronique, Dramatic Reversal. Ouais. 2-3 tutos pour aller chercher les pièces dont t'as besoin. Et là, c'est parti, Ouais, c'est vrai que ça fonctionne bien avec. Après, moi, ce que je vois aussi, c'est que Alondo, en fait, t'as moyen aussi de l'exploiter aussi en jouant suspension, en fait. Ouais. Parce que techniquement, tu n'enlèves pas la capacité, et t'as les marqueurs temps, elle est en exil, du coup, comme elle a la suspension, tu vas retirer un marqueur au début de ton entretien, quoi. Après, et, ils sont pas si... De mémoire, ils sont pas si ouf, hein, les sorts qui ont la suspension en vert. En vert, pas tant. En bleu... En bleu, ils sont cool. Ouais. Ouais, non, en bleu, ils sont cool, mais... Voilà, c'est les meilleurs, donc oui. En vert, c'est pas tip-top. Mais voilà, il y a 2-3 trucs. Tu peux jouer aussi autour, faire un deck suspension avec Alondo. Ouais. Ouais. C'est particulier. Mais je pense que ouais, le Twiddle, comme tu dis, c'est juste ouais, écoute, je vais jamais m'arrêter. Twiddle Alondo, hein, et tu t'arrêtes pas. Hein. Tu t'envoies tout. Tu t'envoies tout. De toute façon, en fait, à ce stade-là, tu casses tous tes sorts quasiment. Donc. C'est ça. Et puis, à part les si derniers tu veux que tu vraiment veux être sûr. Donc, ouais. Et je pense que si tu veux vraiment être sûr d'avoir un kill, tu mets les 3 titans Eldrazi que t'as le droit de jouer, et puis voilà, quoi. Histoire d'être vraiment sûr.
de finir les gens, tu vois. Mais bon, bref. Ouais, c'est un peu lourd, c'est un peu chiant parce que j'ai l'impression d'avoir encore du Simic Value en face de moi et ça m'énerve. Donc bon, j'aime bien Simic, hein, mais là, faudrait peut-être changer un peu. Bah, mais là, au moins, il joue pas avec les terrains, donc moi, ça me va. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. La créature suivante, c'est Astarion le Décadent. J'adore ce nom. Créature légendaire, vampire, elfe et gredin 4-4 pour 4, un blanc et un noir. Il a le contact mortel et le lien de vie. Au début de votre étape de fin, choisissez l'un. Nourrir, donc un adversaire ciblé perd un nombre de points de vie égal au nombre de points de vie qu'il a perdu ce tour-ci. Ou faux ami, vous gagnez un nombre de points de vie égal au nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Ouais... Astarion, on était là, ah ouais, il y a un potentiel et tout, mais en fait... Et en fait, difficile. Ouais, et il coûte cher. Ouais. Il coûte vraiment très cher. Oh là là. En fait, pour le même coup de mana, tu peux jouer au loro, quoi. Ouais. Bah le truc, c'est... Alors, sa première capacité, nourrir, elle fait penser à réverbération de blessure. C'est exactement... Dit, oui, voilà. Mais le truc, c'est que ça se déclenche qu'au début de ton étape de fin, celle-là. Ouais. Alors que réverbération de blessure, ça fait perdre à chacun, au début de chaque étape de fin, le nombre de blessures qu'il a perdu, le nombre de points de vie qu'il a perdu sur sourcil, quoi. Donc c'est beaucoup plus fort, l'enchantement, que cette version-là. Après, tu peux jouer une version un peu bizarre contrôle de ce truc, hein. Mais je suis bien sûr, c'est pas... Et c'est rigolo parce que... C'est rigolo parce que l'autre côté d'Astarion, c'est la réflexion blanche. Ouais. Bah oui, voilà. Donc, ouais. C'est mais bizarre. Pareil, c'est que à l'étape de fin. Ouais, c'est pas ouf, quoi. C'est très très... En limité, par contre, ça semble fort. Hein. Ouais, bah oui, c'est pas mal. Voilà. Commandant suivant, c'est Baba Lysaga, sorcière de la nuit, une créature légendaire humain et psychagogue qui coûte 3, dont un noir et un vert, c'est une 3-3. Vous l'engagez et vous sacrifiez jusqu'à 3 permanents. S'il y a au moins 3 types de cartes parmi les permanents sacrifiés, chaque adversaire perd 3 points de vie, vous gagnez 3 points de vie, et vous piochez 3 cartes. Bon, alors, je vais l'appeler Baba Yaga tout le long de l'explication, parce que sinon ça va me saouler. Alors, Baba Yaga, ce qui est bien avec elle, c'est que on n'est pas limité sur le nombre de permanents qu'on peut sacrifier. Enfin, sur le type de permanent. Donc du coup, on peut sacrifier des artefacts, des enchantements, des créatures, enfin ce qu'on veut, quoi. Du coup, tu peux imaginer un build où tu vas avoir tous les trucs qui sont créatures plus quelque chose, donc créature artefact ou créature enchantement, donc dans ces couleurs, c'est genre ultra facile. Si vous êtes un peu aventureux, vous pouvez même le faire avec des créatures terrain, bon, il y en a une. Et le truc qui est bien, c'est que s'il y a au moins une créature dans ce que vous sacrifiez qui meurt, vous gagnez votre value, et s'il y a un petit bâton de mort d'épine qui se balade dans le coin... Alors, je suis un peu un salaud parce que je parle de bâton de mort d'épine, mais bâton de mort d'épine a été édité une seule fois, la carte elle est très voulue, la carte elle commence un peu à valoir quelque chose. Mais voilà, c'est la meilleure carte je pense pour Baba Yaga. Après, bon bah, les gars, build aristocrate, vous faites pas chier, voilà. Ce sera le truc à faire je pense. Tu peux jouer des tokens aussi avec. Bah, c'est vrai que tu parles d'aristocrate, mais en fait c'est super pertinent parce que si t'as un créateur de jetons, quand t'as une créature qui meurt, une créature non jeton qui meurt, bah déjà si tu crées des jetons de créatures et des jetons d'artefacts, on pense bien évidemment au Pity les Splendorers, hein, voilà. Bah c'est vrai que ce sont des cartes qui te donnent envie, bah t'es là déjà, t'as un artefact, t'as une créature, ok, bah super. Et si comme tu dis, si t'as sacrifié des créatures à enchantement ou des créatures artefacts, bah t'as moyen de récupérer en fait plusieurs d'entre eux en fait à chaque fois. Donc ça peut être pas mal. Après, je viens de regarder le bâton de mort d'épine, ça va. En fait. Oui, voilà, c'est pas non plus excessif. Mais c'est vrai que derrière, pour juste parler de la carte sans parler trop des synergies vraiment ultra fortes qu'on peut faire, je trouve que déjà de base la plus-value elle est énorme sur la carte à elle seule quoi. T'es là, 3 points de vie pour chaque adversaire, même pas un adversaire ciblé, tu gagnes 3 en plus, le petit bonus qui fait plaisir. Et tu pioches 3 quoi. Pioche 3 c'est ce qui fait... What? Pioche 3 c'est vraiment ce qui te met bien. Ça me rappelle beaucoup la prêtresse des Rises oubliées de... Oui aussi, c'est vrai en effet. Ravnica de la même façon. Alors, j'ai 2 idées aussi autour de ce commandant, parce que c'est un commandant qui a un gros potentiel, faut le dire tout de suite. Elle fait... Alors, à part le fait qu'elle fait du sacrifice, derrière, elle fera pas tout à elle toute seule, c'est votre deck qui va devoir le faire. Mais sinon, moi il y a un truc qui me fait penser, c'est faire un build créature artefact autour de Baba Lysaga. Parce que du coup, bah,
Tu peux aussi mettre des réducteurs de coûts qui vont faire que tes créatures artefacts coûtent 0, éventuellement, si tu y arrives. Ah oui. Et tu mets Umori en compagnon. Tu mets Umori en compagnon, si tu veux, pourquoi pas. Mais du coup, tu fais de la réduction de coûts à fond pour faire en sorte que tes cartes que tu pioches, la plupart du temps, tu vas pouvoir les relancer pour les lancer pour 0. Ouais. Et du coup, bah derrière, tu sacrifies avec elle, si t'arrives à la dégager, etc. Tout à fait faisable hein, avec les artefacts, donc ouais, c'est faisable. Et ensuite, un deck dans lequel elle peut s'intégrer très bien, alors là, il y en a qui ont déjà sauté sur leur siège quand ils ont vu ça, Muldrota. Oui, mais Ren, si tu veux. Non mais oui, Muldrota, évidemment, Parce que Muldrota, tu dis, ah, je vais sacrifier ça, et puis bah je les rejoue sourcil, lol. Ouais, ok. Non, et tu vois, le truc qui est bien avec Baba, c'est que à la différence d'Astarion qu'on a vu tout à l'heure, là, celle-là, elle coûte 3, hein. Ouais. Enfin, c'est... Il y a une différence de power level débile, hein, là, je trouve, ouais. Sur une bonne sortie, tu la joues tour 2 et c'est parti, tu vois, mais bref. Et là, ça me dérangerait même pas de casser le Sol Ring pour emmerder le monde. Hein. Oh oui, non, pas de problème. Le prochain commandant, c'est Bane, le Seigneur Noir, créature légendaire dieu. C'est une 5-2 qui coûte 1 mana générique, un blanc, un bleu et un noir. Tant que votre total de points de vie est inférieur ou égal à la moitié de votre total de points de vie de départ, Bane, le Seigneur Noir, a l'indestructible. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé peut vous faire piocher une carte. S'il ne le fait pas, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature avec une endurance inférieure ou égale depuis votre main. Alors, Bane, c'est le début d'un cycle dont on va parler, qui est tricolore. Alors, c'est un cycle qui est incomplet, parce qu'il n'y a que 3 cartes, en fait. Et avec ces fameux dieux, voilà, ça on va passer vite dessus, où ils ont tous cette même condition. Si le total de points de vie est inférieur ou égal à la moitié de ton total de points de vie de départ, il est indestructible. C'est intéressant, comme ils ont expliqué quand ils ont fait les premières annonces sur le set, comme quoi ils voulaient refaire des dieux indestructibles, mais avec une condition qui soit plus compliquée à mettre en place que la dévotion, enfin voilà, juste que l'indestructible soit pas tout le temps là, en fait. Ouais. Et c'est pas mal foutu, je trouve, honnêtement, le choix non, est ouais, bien. C'est sympa. Ça correspond bien au format aussi, donc ouais, voilà. Bon, après Bane... ça va être ton commandant Esper Sacrifice, hein, mon petit pote. Ouais. Et qui n'est pas nécessairement rattaché à un type de créature, ce qui est plutôt cool. Parce que jusqu'à présent, tu pouvais jouer Varina, principalement, et c'était à peu près tout. Voilà. Je trouve que ça fonctionne très très bien avec Connive. Aussi, oui, c'est vrai. Parce que du coup, tu peux te débarrasser des créatures pour essayer, tu vois, de faire des trucs. Voilà, ça va être ton petit Esper Réanimator value, sacrifice, voilà. Réanimator, il est bien. Hein, ouais, Réanimator, il est bien. Il révolutionne pas la tricolorité, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Donc, et on dirait un skin de League of Legends. Voilà, fallait que je le dise, fallait que ça sorte, je le trouve dégueulasse. On dirait un vieux skin. C'est dégueulasse. Mais, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, ce n'est que mon avis. Et sur son petit trône là, il est content, non? Non, c'est un skin. Non mais voilà, après moi je suis assez content en fait, la synergie du commandant elle a l'air vraiment intéressante à builder, donc sur une version sacrifice, ça, par contre, en effet, ça a l'air pas mal. Ouais. Là, j'y pense, mais l'évocation avec ça a l'air pas mal aussi. Des créatures qui se sacrifient toutes seules, t'es là, oui. t'as payé des points inférieurs. Le Muldrifter, c'est ton meilleur pote, hein. Ah ouais, là, je me disais, ouais. Bah, de toute façon, un peu tous ces moyens comment dire, d'utiliser des coûts alternatifs pour jouer des créatures beaucoup trop chères, ça me semble pas mal, quoi. Le commandant suivant, qui est également un dieu, c'est Baal, le seigneur du meurtre, une créature légendaire dieu, qui coûte 5, dont un noir, un rouge et un vert. C'est une 4-4. Tant que votre total de points de vie est inférieur ou égal à la moitié de votre total de points de vie de départ, il est indestructible. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée et incitez-la. Ouais. Ok. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter au cas où. J'aime pas inciter. Je trouve que c'est trop facilement contournable. En fait, tu vas monter ton truc en disant « Ah, ça va être trop bien parce que je vais pouvoir inciter tel truc. » Et en fait, ceux qui ont vu la table, ils voient à quel point, genre, investir des ressources pour inciter des trucs, des fois, ça sert à rien, en fait. Alors, après, t'as l'aspect « Bah ouais, mais du coup, s'il est incité, t'es sûr qu'au moins, il fera quelque chose avec la créature, et puis toi, ça te fout tranquille dans un temps. » Ouais. Mais bon, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi la jouer très con et dire que tu vas inciter que tes créatures à toi. Ouais.
Mais moi, je trouve beaucoup de défauts, comme tu dis. Alors, je suis quelqu'un quand même qui a joué Marizi et qui a vraiment adoré le jouer, mais j'ai l'impression presque que c'est devenu le seul commandant d'incitation qui est vraiment puissant et intéressant. Donc voilà, bah voilà, vous regardez le chaton, vous regardez sa gueule, déjà il est sympa hein, et tout, il a des bonnes capacités. Alors que Bal, on dirait un truc un Gollum malade là. Ouais. J'aime bien parce que lui il est derrière son trône, genre il se planque, tu vois, c'est genre ah, j'ai envie du sang. Oh mon dieu, ouais. Ah, il est derrière son trône. Ah ouais. Bah ouais, regarde, tu vois, c'est voilà, Bane lui il est sur le voilà, il est sur le sur les accoudoirs, Bal lui il est derrière. Oui. OK, d'accord, pourquoi pas. Mais moi je n'aime pas du tout non plus. Je suis désolé hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être contents, qui vont se dire ouais mais il y a peut-être un potentiel. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires surtout. Voilà. Hein. Dites-le dans les commentaires parce que en fait ici il y a plusieurs choses, il y a trop de conditions pour moi. C'est un commandant qui coûte déjà un de plus que Bane et quand on compare les capacités elles sont pas du tout du même niveau de puissance et c'est pas dans le bon sens malheureusement. Ouais. C'est pas dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens justement. Bal, le problème c'est que c'est créature non jeton que vous contrôlez qui meurt. Donc bah t'es là, bah du coup tu dois sacrifier des créatures, il va falloir les réanimer à un moment pour essayer de faire tourner un peu le bordel quoi. Le problème c'est que inciter pour moi c'est pas un souci d'inciter une créature à la fois dans ce genre de conditions. Pour moi le gros souci c'est le marqueur plus en plus. J'en ai un peu marre de voir des cartes qui donnent en fait, qui incitent les créatures adverses, ou qui empêchent les créatures adverses de s'attaquer par exemple. Voilà on poste à la Vokis d'Orzhov, coucou. Mais qui donnent en même temps un boost gigantesque sous forme de marqueur plus 1. Ça m'énerve parce que ça avait été juste un... Bah il gagne plus 1 jusqu'à votre prochain tour. Ok, pas de problème. Mais le marqueur, le problème c'est que pour l'enlever derrière, c'est chiant. T'es obligé de tuer la créature en fait. Et si à un moment tu te retrouves avec, bah, ok tu l'incites, il accumule les marqueurs, il accumule les marqueurs, il accumule les marqueurs. Et que derrière, bah... C'est toi qui l'attaque quoi, parce que tu pourras pas l'inciter à chaque fois. S'il y a un tour où tu peux plus l'inciter, bah voilà, c'est fini quoi. Je vais l'inciter, bah il a X-Proof. Ah zut. Bah je suis mort. Ouais, bah voilà, c'est fini quoi. C'est un peu le souci. J'aime bien l'incitation, mais j'aime pas du tout ce côté avec le marqueur. Et les conditions avec Bal, pour moi, elles sont trop compliquées. Vous pouvez essayer de le monter, comme t'as dit, je pense que le meilleur moyen c'est de... Bah, c'est probablement d'inciter Bal en fait lui-même, hein. C'est dire je vais jouer Voltron en fait, je vais sacrifier mes créatures, je vais jouer Voltron, je vais réanimer, et puis voilà, on est parti quoi. Ouais, mais voilà. Du coup, je vais rebondir là-dessus, parce que... Oui. Oh, on va vraiment le défoncer Bal, hein, mais c'est pas grave. Dans le deck, Capenna, Rivetière qui est sorti, il y a genre là, il y a une créature, je crois qu'elle coûte autant de mana, voire peut-être un de plus, je vais revérifier ça tout de suite, qui est beaucoup mieux, et qui rentre mieux dans la stratégie que ce que Bal essaie de faire. Et il coûte autant de mana, c'est Crèche. Crèche au Nat Sanguinolente, c'est une 3-3, ça coûte autant de mana. Sauf que Crèche, lui, il dit que quand une créature meurt, Crèche, il gagne autant de marqueurs plus 1 que la force de la créature. Voilà, et c'est tout. C'est pas non jeton, ça n'incite pas en même temps. Ouais. Enfin... Alors après, tu peux le mettre l'un dans l'autre ou inversement, mais enfin... Oui, merde, quoi. sûr. Enfin... Bon, après, on dirait que c'est pour des raisons de limiter tout ça. Ouais, bref, assez parlé de ce ouais, on va passer à autre chose, parce que là, 20 minutes sur Bal, ça va être un peu le bordel. En parlant d'autre chose, celle-là, elle est vraiment cool. C'est Kadira, meneuse du minuscule. Créature légendaire orc et ranger, c'est une 3-3 pour un vert et un blanc. Elle a le piétinement. Et à chaque fois que Kadira, meneuse du minuscule, inflige des blessures de combat à un joueur, pour chaque jeton que vous contrôlez, créez un jeton de créature 1-1 blanche lapin. C'est trop mignon, c'est des petits lapins. C'est des petits lapins. C'est des petits lapins qui vont te casser la gueule. Ouais, c'est tellement ça. Tu vas te faire ruiner par une armée de lapins, quoi. Oh, ça a l'air tellement bien. Alors pourquoi c'est bien fort, Pourquoi c'est bien Pourquoi c'est bien La créature, elle coûte pas cher. Elle coûte que 3. C'est une 3-3, donc elle a des stats corrects. Elle a le piétinement. Ouais. Et c'est pas comme Tana qui, pour rappel, crée des jetons en fonction de sa force. La Kadira, elle met 1, ça passe. Tu vois. Ouais. Et puis c'est pas comme si on venait de sortir de Capenna, que dans Capenna il y a les Cabaretti, et que les Cabaretti, leur truc c'était quoi? C'était de faire des jetons. Donc, à un moment donné... Voilà. Et sinon, si vous êtes vraiment un fifrelin, si vous voulez pas jouer Kadira en tant que commandant, vous mettez ça dans votre deck Jetmir, parce qu'il n'y a pas de mauvais deck Jetmir, et ça, ce sera encore mieux. Voilà, jouez là, c'est fort. Tu insinues donc que mon deck Jetmir était très bon? Non. Bah, pas ta façon de le jouer, non. Là. Non, mais enfin, c'est vraiment fort.
C'est vraiment très fort. En fait, Et puis c'est pour, moi... pour chaque jeton. Ouais, c'est pour chaque jeton, donc les trésors ça fonctionne, les indices, enfin voilà, tous les jetons non créatures ça fonctionne aussi. Oui. C'est énorme en fait là-dessus. Et moi j'ai presque envie d'insister un petit peu aussi, c'est parce que bon, on peut se dire ouais c'est une 3-3 piétinement, mais c'est que une 3-3. Bah écoutez, mettez des artefacts, ou enfin des équipements ou des enchantements qui disent la créature elle a plus X en fonction du nombre de créatures que vous contrôlez. Ça existe. Même juste plus X plus 0. Hein. Voilà, un plus X plus 0, mais voilà, moi fou. je pense, il y a quelques équipements et auras qui existent et qui permettent de faire ça. Donc ça a l'air quand même pas mal avec Kadira derrière. Voilà. C'est ça, tu mets ça, ou vu que tu vas jouer token, bah tu vas avoir des trucs comme Croisée de Qatar, donc... Ou championne de l'Embolt. Putain, si t'as championne de l'Embolt, t'as gagné. Ah ouais, non. Enfin, oh là 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 là. Ça va vite avec ça. Le build a l'air assez ouf, mais dans le bon sens du terme, et c'est pas... Elle est forte, mais elle est pas tempêtée, parce qu'elle va juste faire des petits lapins. Tu sais, ils vont rien faire, les petits lapins. Si. Lol. Ils vont te manger jusqu'à... Enfin... Je la trouve trop cool. On continue avec la commandante Liara Portir, une créature légendaire humain et soldat qui coûte 5, dont un rouge et un blanc, c'est une 5-3. Chaque fois que vous attaquez, les sorts que vous lancez depuis l'exil ce tour-ci coûtent X de moins à lancer, X étant le nombre de joueurs attaqués. Exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez lancer des sorts parmi ces cartes exilées. Ouais, c'est un Prosper basé sur l'attaque. Je pense qu'on peut l'appeler bâtardement comme ça. Après, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle a des bonnes stats. Ouais. J'ai 2-3 trucs à dire dessus. Quoi, vous l'aviez pété? Non. En fait, il y a pas mal de synergie. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, elle me fait penser à Alibou. Avec ce côté, oui, alors du coup, c'est en fonction du nombre de joueurs attaqués. Donc, du coup, je fais X et je fais X en plus. C'est là. Oui, d'accord, ok. Ça fait penser un peu à ce côté-là. Bien sûr, ça n'a pas forcément de rapport. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'elle a pas besoin d'attaquer encore une fois. C'est à chaque fois que tu attaques, c'est bien qu'ils aient mis ça sur les commandants en fait. C'est vraiment une bonne chose. Parce que sinon, le mec il fait un méga chum block, il te la tue, donc t'as perdu 5 mana. Bah voilà quoi. Ouais, c'est un peu chiant quoi. C'est bien qu'ils aient fait des commandants comme ça. Ouais. Mais derrière, moi, ça me rappelle beaucoup un autre commandant Boros de Commander Legends 1. Attention. Oh non, Belborka. Si. Eh oui, il est de retour. Tu vas jouer Belborka dans le commandant? Ou l'inverse? Bah oui. Bah, parce qu'en fait, l'avantage c'est que soit tu vas dans un sens, soit tu vas dans l'autre. Pour moi, les deux fonctionnent bien ensemble. Ce petit côté où, de toute façon, Belborka t'exile déjà une carte que tu peux jouer ce tour-ci. Et en plus, en fait, Belborka aime la mise en exil. Puisqu'il va sélectionner la valeur de mana la plus élevée, en fait, parmi les cartes exilées ce tour-ci. Pour, du coup, fixer sa force. Ouais. Et en fait, les deux fonctionnent bien ensemble. Ils fonctionnent super bien en synergie avec ce côté Impulse Draw. Et le côté où Liara va permettre de réduire les coûts, ça intéresse Belborka aussi, quoi. Donc, il y a une bonne synergie entre les deux. Je dis pas que c'est une combinaison de fous, mais en fait, ils fonctionnent bien ensemble. Et c'est étrange parce que du coup, quand je l'ai lu, j'étais là, mais en fait, c'est la copine de Belborka ou ça se passe comment? Voilà, donc les deux fonctionnent bien. Enfin, voilà. Donc, si vous jouez l'un, je vous conseille de jouer l'autre. Et puis après, tu mets aussi un tout petit truc, tu sais, genre un petit assaut aggravé, enfin, rien de grave. Voilà. T'attaques plusieurs fois dans le tour. En fait, tu peux juste jouer aussi beaucoup de cartes d'Impulse Draw de base, en fait. Parce que du coup, ça va quand même te permettre de pouvoir faire ton truc. Reconnaissance, comme ça tu sauves tes bêtes, et puis roule. Ça devrait bien se passer. C'est vrai. Le build, il est assez facile à monter, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et il est assez fun, en fait. Hein. Quand tu regardes, c'est un peu aggro avec value, t'es là. Ouais. Ok, pourquoi pas. Le prochain, ou plutôt les prochains commandants, ce sont le Conseil des 4 créatures légendaires humains et nobles 0-8, pour 3, 1 blanc et 1 bleu. À chaque fois qu'un joueur pioche sa deuxième carte pendant son tour, vous piochez une carte. À chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort pendant son tour, vous créez un jeton de 2-2 chevalier. Bah ok. On a changé de jeu de cartes en fait. Bah d'accord. Le conseil des 4. Désolé. Pourquoi ça te fait penser à Pokémon? Oui, exactement. D'accord. Désolé. Mais oui, donc du coup, moi je l'aime bien en fait. C'est pas un commandant qui est Stax. C'est pas un commandant qui est group hug du tout. C'est un peu entre les deux. Ben ouais, mais en fait c'est un commandant qui est très adapté à contrôle par contre. Voilà, c'est ça. Ah, tu joues, bah vas-y, je tire mes avantages. Ah, tu lances trop de sorts, bah je tire un avantage aussi. C'est ça. Ça fonctionne bien en fait, mais c'est un peu comme ça que c'est un peu comme ça que je vois le build. Ça va être. Alors attention, je vais faire grincer les oreilles de certains, mais
tu vois les decks, les bons vieux decks Grand Arbitre Augustin, c'est chiant en fait. Ouais. Ça, c'est une version. Ouais, mais regardez, ça va en fait de Grand Arbitre voilà. Augustin. Mhm. Et ta seule win-con, ça va être approche du second soleil, c'est tout. Et tu feras rien d'autre. Ouais, T'auras- ça, tu peux le faire. Tu vas être full contrôle. Oh là là. Mais par contre, comme dit, t'es pas Stax. Mais tu vas quand même jouer Propagande et tous ces trucs. T'es pas Group Hug, mais tu vas quand même jouer Quain. Tu vas quand même jouer Camille. Ouais. Tu t'en fous, tu joues peux tout, jouer, c'est pas ouais. grave. Mhm. Parce que toi, ton Ouais, seul but, c'est de dire oh bah allez, vas-y. Tu vois, c'est vraiment. C'est Azorius romp shit le deck. Ah, c'est le pilo forte en fait. Je pense que c'est Ouais. vraiment l'objectif. Et Ouais. c'est pas une carte de pilo forte, c'est juste une carte qui va vous aider à builder pilo forte en fait autour. Et tu peux. Enfin, honnêtement, voilà, tout ce que t'as dit, pour moi, c'est des bonnes cartes, y a pas de souci, ça va Ah avec. oui, oui. Mais derrière, je pense que le côté stacks, c'est pas le bienvenu par contre. Dire ah ouais, tu peux pas lancer autant de sorts partout parce que justement, Non, tu veux que tes adversaires ils Non, piochent des de la- cartes qui lancent des sorts. pas Stax, mais juste tax. Voilà. Juste Voilà, gentil, tax, tu vois. Tax, Propagande, pilo de forte, Slip Prison. voilà, Laissez-moi tranquille. c'est ça. Voilà, vraiment le côté pilo forte et vous m'emmerdez pas et moi je me protège beaucoup et je vais gagner à un moment, vous inquiétez pas. J'étais là, ok d'accord. Et si tu Mais- veux vraiment être quelqu'un de très très gentil, tu mets Flumph dedans. Comme ça, tu prouves vraiment que tu veux être gentil avec Ouais. eux. Ouais, si tu veux. Voilà, tu peux mettre Flumph. Pourquoi pas. Mais si tu veux par contre être mm. méchant, tu mets Grand Arbitre dedans. Ouais. Après, moi, ce qui me plaît aussi, c'est l'idée de pourquoi pas le monter en version politique, quoi, vraiment. Oui, C'est compter oui. des 4. Donc tu dis, bah ok, tu commences à faire tous les trucs de vote, tout ça, le monarque, qui Bah, passe à droite à gauche. Ouais, oui, pour du thème, ouais. Mais par contre, c'est Pour, con parce pour que une le version deck... plus thématique, quoi. Voilà, parce que le deck vote, on l'a eu avant, quoi. Oui, bien sûr, c'est sûr. Donc bon. Après, voilà, le conseil des 4, tu te dis, bah ouais, mais dans un jeu avec le monarque qui est mis en jeu, bah la deuxième carte du tour, bah le joueur qui a le monarque, il la piochera à chaque fois, quoi. Donc c'est aussi un moyen aussi de mettre le monarque dans la game et de t'autoriser à avoir une carte supplémentaire. Et tu t'en fous de pas le garder, parce que de toute façon, tant que les mecs qui se l'échangent en face, toi tu pioches une carte de plus à chaque tour. Ouais. C'est bon, quoi. Ça a l'air pas mal. Le commandant suivant, c'est le duc Ulder Garde-Corbeau. Ulder. Une créature légendaire humain noble et soldat qui coûte 6 dont un rouge et un blanc, c'est une 5-5. Au début du combat pendant votre tour, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert la célérité et la myriade jusqu'à la fin du tour. Myriade, chaque fois qu'elle attaque, pour chaque adversaire autre que le joueur défenseur, vous pouvez créer un jeton qui est une copie de cette créature, engagé et attaquant ce joueur, ou un planeswalker qu'il contrôle, et exiler ces jetons à la fin du combat. Alors, on a des trucs à dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Non, ce qui est bien, et pas bien. Déjà, ce qui est pas bien, il coûte un peu cher pour ce qu'il est censé faire. Tu veux qu'il soit plus impactant, t'as pas envie qu'il vienne à 6, t'as envie qu'il soit joué avant, mais il y a des réductions de coûts qui existent, donc ça c'est pas très grave. Du coup, vous allez vous retrouver avec un deck Boros Sneak Attack, où vous allez avoir des effets de TB absolument idiots, où tu vas Sneak Attack ta terreur d'épique par exemple. Tu vois. Oui. Tu dis combat, j'attaque avec. Elle a la célérité, la myriade, je mets 2 autres terreurs d'épique. Tu vois, ce genre de choses. Le deck est ok, ce sera ok. Je prends comme comparaison en Boros, tu vois, moi je joue à celui de Modern Horizon 2. Le truc c'est que celui-ci, on va le voir venir arriver. Genre, c'est sûr. Après, on connaît la myriade maintenant, on sait que c'est des jetons qui arrivent en jeu, donc même le moindre petit chien enchantement de Kamigawa, il sera bien parce qu'il te fait piocher une carte. Ouais. Tu peux continuer à faire de la value comme ça, et surtout tu peux jouer ton Sundial of Infinite pour arrêter ton tour, et donc du coup tu gardes les jetons. Je pense que c'est le truc le plus intéressant à faire. Bien évidemment, vous allez tenter de caler votre meilleure procession consécratrice dedans, même si la carte est un petit peu chère. Et enfin, mes 2 derniers petits tricks, c'est pour Harmonicus, comme si c'était pas évident, et les cartes Alliance. Les cartes qui ont Alliance de Capenna, des Cabaretti. Voilà, c'est à peu près mes petits bonus de trucs. Le deck sera pas cassé parce qu'en fait, Duke, il coûte super cher. C'est vrai qu'il il coûte est super vraiment cher. Et surtout, t'as pas accès au vert. T'as pas accès au vert pour ramper, comme peut le faire un autre deck de ce genre. Ouais. Mais voilà, on commence en fait maintenant dans ces couleurs-là à avoir des cartes avec des ETB très intéressants, des bonnes cibles pour la myriade. Il y a 2-3 trucs qui peuvent être intéressants en effet avec le Duke. C'est le coup de mana vraiment, tu te dis, il coûterait c'est un de moins, tu te dis, ouais, là c'est bien. Mais c'est vraiment le coup de mana qui fait qu'il est puissant, enfin qu'il est un peu... qu'il est un peu difficile à construire. Après, pour moi, c'est ce qu'on prend au niveau du limité. Tu
veux dire, c'est vrai que ça a l'air quand même d'avoir un impact de fou furieux. Donc ouais, c'est... Parce que bon, toutes les créatures qui font des ETB, qui font des Leave the Battlefield aussi, qui, quand elles touchent, font un effet, t'es là, ouais, ça tape sévère, quoi. C'est ça. Donc bon. Mais il y a un potentiel autour, hein, voilà, réduction de coût, vous pouvez peut-être essayer de le jouer en tribal humain, tribal soldat, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, à voir ce qui est possible, mais il y a un beau potentiel autour. Ça a l'air d'être un deck très sympa à monter en fait. Oui. Et agressif aussi. La prochaine créature, c'est Dinaer, experte invocatrice, créature légendaire humain et sorcier 4/4 pour un générique, un bleu, un rouge et un blanc. Elle a la célérité. Vous pouvez activer les capacités des autres créatures que vous contrôlez comme si ces créatures avaient la célérité. Et on peut l'engager. Quand vous activez une capacité pour la prochaine fois ce tour-ci en dépensant au moins 4 mana pour l'activer, copiez cette capacité. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Ouais, ça a l'air fort quand même, hein. Alors, pour moi déjà, rien que la capacité passive, elle est géniale. Parce qu'en fait, c'est un élixir de 1000 ans en zone de commandement, hein, faut le dire. Donc t'es là, oui, génial. Oui, oui. La copie derrière, alors, il y a quand même une clause qui évite que le truc soit complètement pété, c'est qu'il faut avoir dépensé 4 mana pour l'activer. Mais du coup, ça veut dire également que les réducteurs de coûts pour les capacités activées, ça existe, oui, ne fonctionnent pas avec. Ouais. Parce que du coup, si tu réduis le coût, t'as pas dépensé 4 mana. Ah bah non. Ah bah voilà. Non. Mais non. Stop. Genre voilà. un Zirda par exemple qui va te dépenser de 2, c'est pas, ça fonctionne pas quoi. Mais ouais, moi je trouve le commandant intéressant. Alors après, c'est très particulier parce que c'est finalement, c'est ce qu'on disait un petit peu, c'est que t'as certains commandants dans cette édition-là, dans les Commander Legends, qui proposent presque d'explorer une mécanique, mais qui est ultra large, et donc du coup tu peux la faire aller dans plein de directions. Ici, la mécanique, c'est les capacités activées. T'es là. Ouais, voilà. Ah. Donc voilà. C'est intéressant. Mais voilà, après, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire autour? C'est encore une zone à explorer, je pense. C'est que c'est tellement large que du coup il doit y avoir plusieurs façons de le monter. Ouais. Et, ça va être assez intéressant en fait là-dessus. Donc puis surtout ce qui est... c'est un de ces commandants qui ouvre la créativité en fait des joueurs. Et puis ce qui est fun, c'est que c'est des couleurs où t'as souvent des bonnes capacités activées quoi. Ouais. Notamment en bleu. C'est dommage, il n'y a pas le noir et le vert de Baba Yaga pour copier. Voilà, oui. Stop. Le commandant suivant, c'est Elminster, un Planeswalker légendaire, Elminster, qui coûte 5, dont un blanc et un bleu. A chaque fois que vous appliquez un regard, le prochain sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez, ce tour-ci coûte X de moins à lancer, X étant le nombre de cartes que vous avez regardées au moment où vous avez appliqué le regard de cette manière. Le plus 2 dit piocher une carte, puis regard 2. Le moins 3 dit exiler la carte dessus de votre bibliothèque. Créer un nombre de jetons de créatures 1-1 bleu, peuple, fée et dragon avec le vol égal à la valeur de mana de cette carte. Et il peut être votre commandant et il arrive à 5 de loyauté. Alors, c'est toujours la même chose. Enfin, je vais commencer à parler de la carte après, bon bref. Je trouve que quand on a un commandant un Planeswalker qui peut être ton commandant, les gens se surhype peut-être un petit peu trop dessus. Et je pense que pour Elminster, c'est le cas. Parce qu'ils disent mais c'est trop bien. En fait, non, c'est un deck Scry. Oui. Voilà. Ça va être un deck Scry et puis c'est tout. Scry Spellslinger, du coup. Plutôt éphémère rituel pour réduire les coûts. Ouais. Voilà. Mais tu vas tout jouer. Tu vas jouer Option, tu vas jouer Prédestination, Visionner du Sérum. Même les trucs qui coûtent 4 et qui disent tu Scry 4, tu pioches 2. Enfin. Ouais. Tu vas tout. C'est simple, ça va ressembler beaucoup à mon deck Eligatsiani en fait, actuellement. Sauf que t'as accès au blanc. Là-dessus. Ouais. Et donc du coup tu peux utiliser la deuxième capa. Oui. Et donc du coup tu joues token en même temps. C'est un peu bizarre. Hein. Bah en fait, moi j'ai cette impression surtout que t'as ce côté où en gros l'objectif avec Elminster ça va être tu vas beaucoup scry et tu vas lancer. En fait, tu vas avoir beaucoup de cantrips comme tu dis avec le scry dessus, etc. Plein de petits sorts qui font scry. Et du coup ça va être bien. Et derrière, le but, c'est que tu aies quand même quelques gros spells dans le deck dont tu vas pouvoir réduire les coûts pas mal et qui ont vraiment un bel impact. Ouais. Expropriate. Ouais, non, par exemple. Pas du tout. Voilà. Expropriate pour 2, ça a l'air drôle. Ouais. Désolé. Ouais. Mais du coup, derrière, je peux pas m'empêcher. Derrière, en fait, l'objectif, c'est de dire, ok, je vais faire le -3 et en fait, je vais révéler ces gros sorts-là.
Et t'es là, bah ouais, je vais faire vraiment un très gros nombre de jetons. Et en fait, la création de jetons, pour moi, c'est juste un moyen de protéger Elminster aussi. Tu sacrifies 3 de tes marqueurs loyauté, mais en même temps, tu peux faire, je sais pas, 6, 7 jetons. Et là, tu te dis, bah c'est bon, j'ai des défenseurs, en fait. C'est pas des jetons qui sont là pour agresser, pour moi, c'est des jetons qui sont là pour défendre. Voilà. Ouais. Mais, d'ailleurs, tu peux t'amuser à mettre procession consécratrice aussi là-dedans. Hein, Bien pour sûr. avoir plus de jetons, si tu veux. Bien sûr. Moi, je pense que si je fais un deck... Tout ce qui contrôle... Ouais. Moi, sinon, je pense que si je fais un deck Elminster, je fais un deck mec à vieille barbe. Enfin, vieux mec avec une barbe blanche. Pourquoi pas? Je suis sûr qu'il y en a assez dans Magic dans les couleurs pour le faire. C'est possible. Mais pour moi, tu mets aussi tous les contrôleurs dessus de la bibliothèque. Toupie, Scrollrack, voilà. Ce sont des choses que tu vas vouloir mettre. Oui, non mais oui, voilà, c'est ça. Puis après, tu gagneras avec ta meilleure approche du second soleil, et puis voilà. C'est une win-con, voilà. quoi. De toute façon... Ouais. Mais je pense pas que vous jouez à Azorius, les enfants, hein. À un moment, il faut assumer. Voilà. Mais je pense pas que ce soit un commandant ultra pété, je pense que c'est juste un commandant qui est intéressant dans ce qu'il propose. Voilà. C'est quelque chose d'un peu nouveau, quoi. En parlant d'intéressant, Glunch, le dispensateur, créature légendaire Méduse 0/5, pour un vert et un blanc, il a le vol. Au début de votre étape de fin, choisissez un joueur, il met 2 marqueurs +1/+1 sur une créature qu'il contrôle. Choisissez un deuxième joueur, il pioche une carte. Puis choisissez un troisième joueur, il crée 2 jetons trésors. C'est intéressant. Le gentil deck dans toute sa splendeur, quoi. Ouais, je suis assez content de Glunch. Alors évidemment, bon voilà, vous allez cibler, enfin pour éviter de donner trop d'avantages, parce que moi il y a toujours un problème, c'est les marqueurs. Oui, les marqueurs +1/+1, ça me frustre, voilà. Surtout que les donner à un adversaire, tu te dis bah ouais, mais c'est un peu fort quand même, hein, parce qu'il les garde ces marqueurs. Toujours la même chose, même réflexion partout. Après, vous pouvez le mettre sur Glunch éventuellement, hein, voilà, parce que le premier joueur ça peut être vous, hein, tout simplement. Oui. Mais moi, ce que je regrette beaucoup, parce que ça sent quand même le groupe Hug à plein nez, hein, je le sens dans tout mon être. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que t'es pas une option, une condition en plus, où en gros, si vous n'êtes pas l'un des 3 joueurs qui a été choisi par toi, tu fais les 3. Tu fais un truc où tu fais les 3, ou genre tu as un autre avantage, genre tu fais un trésor, tu mets un marqueur et tu pioches une carte. Oui. Ouais, c'est dommage que t'aies pas ça. Parce que là, en fait, ça te donne envie de pas faire du vrai groupe Hug. Moi, ce que j'appelle le vrai groupe Hug, c'est tu donnes un avantage à tout le monde. C'est-à-dire à tous les adversaires en même temps et à toi. Le même, pas forcément. Ça peut être intéressant, justement, d'avoir ce côté très modulaire avec le lunch. Parce que du coup, tu peux aussi donner des avantages qui n'avantagent pas le joueur en question, quoi. Tu donnes à un deck Spellslinger les marqueurs, t'es là, bah ouais, bah je vais pas t'avantager parce que si je te donne de la pioche, ça t'avantage trop et des trésors aussi. Donc voilà. C'est aussi un moyen d'être un peu vicieux et de dire ouais, j'ai envie de vous avantager, mais pas trop. Parce que d'habitude, les groupes Hug ne font pas beaucoup. Ils donnent beaucoup les mêmes avantages à tout le monde et qui parfois avantagent trop certains joueurs. Donc voilà, c'est peut-être un des meilleurs commandants là-dessus. Mais ce qui est dommage, c'est que vous récupérez rien en fait avec Glunch. Et je suis là, bah. Ou alors tu dis, bah, je vais déséquilibrer, je vais dire, bah, moi je récupère la pioche ou les trésors. Et il y a quelqu'un qui aura rien. T'es là, bah ouais, mais c'est un peu chiant, quoi, merde, pourquoi tu me donnes pas mon petit cadeau à moi aussi? Bah non, désolé, moi j'ai besoin de mes trésors ou de ma pioche, va te faire foutre. Bah ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est pas non plus un mauvais commandant groupe Hug, hein, vous inquiétez pas. Non, non, il reste cool. Et puis vous avez au moins la classe d'avoir un Flumph légendaire. Le commandant suivant, c'est Gorion, le sage mentor, une créature légendaire, humain et sorcier, 3-4 qui coûte 3 mana dont un vert, un blanc et un bleu. Et il a la vigilance, et à chaque fois que vous lancez un sort d'aventure, vous pouvez le copier. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Je suis content qu'ils en sortent un. Ouais. De commandant aventure. Il y en avait besoin d'un à un moment de toute façon. Maintenant, on en a eu pas mal de bons avec Eldraine, même dans ses couleurs. Et il y a surtout tout le support qui va avec dans Eldraine, et c'est ça qui est cool. Tu vois, par exemple, il y avait un humain et paysan qui dit que quand tu castes une aventure, une créature qui a une aventure, tu pioches une carte, par exemple. Tu vois, donc ça va te permettre de continuer à jouer. Ça va te faire un deck Bant un peu bizarre où chaque carte va compter entre guillemets double, puisqu'elles vont avoir un sort plus une créature. Et après, ouais, non, c'est assez chouette, je trouve, comme truc. Et après, tu peux avoir tous les coups de réduction ou d'avantage de jouer des cartes depuis ailleurs que ta main. Puisque du coup, l'aventure, une fois que tu la joues, elle va en exil. Donc avant que tu joues ta créature, tu peux faire des trucs. Maintenant, tu peux faire ça aussi. Le problème, c'est la qualité des cartes que tu vas pouvoir jouer après ton aventure. Ouais, c'est le gros souci.
Bah ouais, parce qu'ils pouvaient pas se permettre de mettre et une bonne créature et un bon sort sur la même carte. Bon, à part Brazen Borrower, mais... Oui. Voilà. C'est... Mais je suis content qu'ils soient dans ces couleurs pour faire ça. Oui, parce que c'est probablement les meilleurs. Alors, il y a le rouge qui fait un peu la gueule, il paraît. On en a parlé, on a Ouais. dit, mais non, mais attends, il y avait des trucs sympas et tout. Non. Après, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que les aventures, mine de rien, bah, en fait, soit t'as des bonnes créatures, soit t'as des bons sorts. T'as très peu de fois les deux en même temps. Et le souci, c'est que là, il y a des nouvelles aventures qui sont éditées, évidemment. Ils vont pas mettre Gorion dans un set où il n'y a pas d'aventure. Ouais. Mais le gros souci, c'est que les nouvelles aventures, il y en a qui sont bien, ok, des fois même les créatures derrière sont super, mais il y en a beaucoup qui sont très oubliables, en fait. Ouais, c'est ça. Où t'es là, tu te dis, c'est sympa, mais en fait, on a déjà des cartes qui font mieux, en fait. Ou genre qui sont pareilles, mais où t'as pas telle ou telle restriction, où ça coûte un mana de moins, où t'es là... Ouais, mais t'as... Ouais, il faut aussi- voilà, c'est un peu dommage, en fait. Ouais, mais faut te dire que t'as quand même deux cartes dans une. Bien sûr, mais le souci, c'est Donc, que des fois, ben, surtout dans cette édition-là, je trouve que les aventures, ben, en fait, les aventures sont parfois bonnes, elles font la même chose que des cartes qui n'ont pas le côté aventure, mais les créatures à côté, elles sont négligeables, vraiment beaucoup. Juste popper un beau body derrière, enfin un body qui sert pas à grand-chose, ça paraît un peu moyen, quoi. Ouais, ouais. Mais dans ce deck Ah. Gorion, évidemment, ça sera joué. Ouais. Après, ce qui est bien, entre guillemets, hein, il y a plein de trucs que tu peux récupérer aussi ailleurs, puisque Gorion copie un sort d'aventure. Ouais. Donc en fait, tu peux jouer des cartes qui ont Magecraft. Mhm. Tu vois, il y a des petits... Je pense qu'il y a des petits trucs à faire. Le deck sera pas aussi cassé qu'aurait pu l'être certains decks précédemment, mais je pense qu'il y a Ouais. moyen de faire un truc. Ouais, ça va être sympathique, quoi. Si Mm. vous aimez la mécanique, voilà. La prochaine carte, c'est Yan Janssen, façonneur de chaos, créature légendaire gnome artificier 3-3. Pour un rouge, un blanc et un noir, il a la célérité. Vous pouvez l'engager, sacrifier une créature artefact pour faire 2 trésors, ou l'engager pour sacrifier un artefact non créature pour créer 2 artefacts 1-1 construction. Alors, je le dis tout de suite, CEDH, let's go. Probablement, ouais. Il y a des gens qui l'ont déjà craqué, ça a été explosé parce que bon... Enfin, il y a vraiment trop de choses. Dégager Yan Janssen, c'est facile, en fait. Et le fait que tu sacrifies un type de carte pour en faire 2 de l'autre, qui sont nécessaires à l'autre capacité, t'es là, bah en fait, c'est super facile, quoi. Tu peux faire jeton infini, et... Je vais pas détailler les combos, parce qu'honnêtement, moi, je me suis pas plus attardé que ça. On m'a expliqué vite fait, et j'ai dit, ok, c'est bon, on a compris l'idée. C'est très très fort. En dehors de ça, la plus-value, elle est quand même énorme, je trouve. Te dire, Oui. tu sacrifies un artefact non créature, sachant qu'en plus, il y a des artefacts non créatures qui aiment bien être sacrifiés, il paraît. Et regardez Bria, par exemple. Et derrière, bah, tu fais des créatures en plus, tu fais des trésors, enfin t'es là, mais c'est n'importe quoi. Honnêtement, pour moi, la carte est très très forte. La plus-value est très forte sur ce commandant. Oui. Voilà. Ouais, ouais, et voilà, en fait, le problème que j'ai... J'adore, hein. J'adore Yann. J'ai envie de le faire, le deck, hein, parce que c'est con, mais... C'est trop poussé. Faut arrêter de nous pousser dans ce sens-là, hein, Wizard, c'est pas bien, hein. C'est le chaînon manquant qui était entre un deck de sacrifice Rakdos et Breyer, en fait. Il manquait Ouais, celui-là, bah, c'est ils ça. nous l'ont donné, en fait, mais... On en avait pas besoin, mais maintenant, on le veut. Tu vois, c'est Mhm. chiant. Ouais. C'est chiant. Ah ouais, non, mais putain... Eh, C'est fort. un petit bâton mort d'épine sur Yann. Bah ouais, là, ça c'est évident. Aïe, aïe, aïe. C'est Il parti. y a hein. des choses à faire. Hein. Mm. Il y a des choses à faire. Pour moi, le commandant est très fort, trop fort. Et j'ai peur justement qu'il soit tellement impactant qu'en fait, tout le monde le joue à peu près de la même façon. Oui. Ah bah oui, En il va y avoir dehors une du liste. compétitif, bien sûr. Non, non, Ouais, il va y mais- avoir une liste type. Et comme Ouais. Prosper. Et c'est tout. Mais comme lui, il peut aller en CEDH, il va y avoir une liste CEDH, il va y avoir une liste High Power, en fait. Hmm. Et après, les gens vont essayer de le jouer un peu plus tranquille, c'est faisable, mais du coup, on comparera souvent leur liste à cette liste super optimisée, parce qu'on se dit, ouais, mais en fait, dans cette liste-là, il est vraiment très bon, quoi. Le commandant suivant, c'est John Irenicus, le brisé. Une créature légendaire elfe et sorcier qui coûte 4, dont un bleu et un noir. Oui, vous avez entendu, c'est un elfe d'Ymir. C'est une 3-3. Et au début de votre étape de fin, un adversaire ciblé acquiert le contrôle de jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle et engagez-la. Elle est incitée pour le reste de la partie et elle acquiert, cette créature ne peut pas être sacrifiée. A chaque fois qu'une créature que vous possédez mais que vous ne contrôlez pas attaque, vous piochez une carte.
Vous vous rappelez toutes ces cartes de pisse? Toutes les créatures horribles qui disent ah bah tiens, t'as une 8-8 pour 3, mais alors par contre, dès que tu fais un truc, tu sacrifies un truc, hein, mais lui, tu peux pas le sacrifier. Ah d'accord. Et enfin, j'adore le design parce que ça va me permettre de ressortir toutes les merdes de mon classeur, de monter un pack avec ce truc, et de donner des cadeaux nuls aux gens de ma table. Et ils peuvent pas le sacrifier. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est Zedru, mais en mode beaucoup plus sadique et violent. Oui, oui. Je vais filer des trucs à mes adversaires, mais juste pour les emmerder. Et t'es là. Oui. Pardon? Et la petite clause de il ne peut pas être sacrifié, c'est trop bien. Ouais. Alors, ça veut pas dire qu'elle peut pas être détruite. Oui. Mais... Heureusement, d'ailleurs. Et tu gagnes même de la value, parce que le truc est godé pour toute la partie, et du coup, tu gagnes encore un truc, parce qu'il est obligé d'attaquer quelqu'un avec. Oh, alors, attends, quand tu vas commencer à lui filer un négateur Phyrexian... J'ai une super idée. Est-ce que tu connais la matrice à bulles? Bubble Matrix, ouais. Ouais. Bah, ça paraît pas mal à jouer, parce que c'est symétrique comme effet. Bah oui. Voilà, la matrice à bulles, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça dit que les dégâts subis par les créatures sont tous réduits à 0. Non mais voilà. T'es là, bah du coup, même en phase de combat, si les adversaires essaient de se dire, bah écoute, je vais bloquer avec ma créature pour que tu puisses la tuer et qu'on s'entretue, non. Non mais c'est ça, et il y en a plein des trucs comme ça. Génial. Il y a des vieilles créatures nulles qui dit ouais bah quand une autre créature arrive en jeu tu perds 1. Tu vois, il y en a plein des comme ça. Des mauvaises créatures. Ouais. Et le plus drôle c'est que on peut même tuer quelqu'un à l'infection en lui donnant une cuve mère phyrexiane. Qui est une créature qui dit qu'au début de ton entretien tu gagnes un marqueur poison. C'est vrai. Boum. Et pour peu que le mec il joue la créature blanche là qui te donne un marqueur en plus, bah il le prend lui. Hop, 2 marqueurs poison par tour. Boum. Alors je rajoute un dernier truc dans le lot, c'est la rune de garde d'ossement qui date du bloc Lorwyn, pardon, excusez-moi. Et en gros qui dit que voilà, bah, chaque adversaire qui a plus de créatures, de terrains, d'artefacts ou d'enchantements que vous, ne peut pas en jouer en plus. Et du coup comme vous filez les créatures que vous avez aux adversaires, bah en fait, comme il a des créatures en trop, bah du coup il pourra pas en rajouter de lui de sa main. Et du coup il est obligé de se démerder avec les créatures nulles que vous lui avez filées. Oui. Voilà, c'est mon dernier tribut à ce commandant. Le suivant, c'est Kaga, archidruide de l'ombre, créature légendaire elfe et druide, 1-4 pour 2, un noir et un vert. À chaque fois que Kaga, archidruide de l'ombre, attaque, elle acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour, mêlée 2 cartes. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain ou lancer un sort de permanent parmi les cartes de votre cimetière qui ont été mises depuis votre bibliothèque ce tour-ci. J'aime beaucoup cet elfe, en fait, parce que pour moi, il fait un truc que j'attendais depuis très longtemps en commandeur. C'était le fait d'avoir un commandant automeule qui synergise avec l'automeule, mais pas forcément qu'il propose lui-même. Parce que là, bon, Kaga, elle automeule aussi, mais je veux dire, elle a pas forcément besoin d'attaquer pour faire sa deuxième capacité. Je veux dire, la première, en fait, c'est un complément à la seconde. Mais j'aime beaucoup, en fait, ce petit côté où, bah, en fait, si je m'automeule, j'ai le droit de jouer, du coup, des cartes que j'ai automeulées. Et je trouve ça sympa, en fait. C'est pas Muldrota, c'est évident, mais du coup, il y a ce petit côté sympathique avec l'automeule qui est pas ultra violent, mais qui fonctionne bien. Donc moi, je suis content. Non, ouais, je te rejoins. La carte, elle est honnête. En fait, c'est ça, c'est une carte qui est honnête. Ouais. C'est tout. Bon, après, t'es obligé d'attaquer avec. C'est un peu chiant. Ouais, pour sa capacité automeule, mais t'es pas obligé pour l'autre. Donc voilà. Oui. Il y a un équilibre, quoi, heureusement. Ouais. Parce que sinon, ils auraient pu faire une seule capacité, là ça aurait été... Ah merde, t'es obligé d'attaquer avec... Oh fuck. Et là, le commandant aurait été oubliable, en fait. Ouais. Le commandant suivant, c'est Corlessa, chanteuse d'écailles, une créature légendaire, dragon et barde, qui coûte un vert et un bleu, c'est une 1-4. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts de dragon depuis le dessus de votre bibliothèque. Pas bien en commandant, mettez-la dans un deck dragon suivant. Voilà, c'est un peu ça. Bleu-vert, ça va être compliqué quand même. En fait, le problème c'est que bleu... Autant noir-vert, ça pouvait se faire parce que machin... Autant bleu-vert, c'est compliqué. Genre vraiment. Les dragons bleus, ils sont pas... Voilà. Il y en a quelques-uns, mais voilà. La créature suivante, Lausanne, héritière des dragons, créature légendaire dragon et chaman 4-2 pour 3, un bleu et un rouge. Elle a le vol. À chaque fois que vous lancez un sort d'aventure ou un sort de dragon, Lausanne, héritière des dragons, inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de ce sort à n'importe quelle cible qui n'est pas un commandant. Violent.
Commandant dragon ici et aventure, du coup, en substitut, t'es là. Ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, je pense que ça, c'est pour des raisons limitées. Oui, bien sûr. Mais voilà, l'avantage, c'est que là, il y a le rouge. Donc voilà, on est sur un commandant qui peut fonctionner avec les dragons. Tu peux t'amuser avec tous les niveaux Z, bien évidemment. Voilà, on va passer dessus. Hein. Tes dragons mono-rouge, ils fonctionnent très bien avec. Bon, voilà, il y a de l'impact, quoi. Et le commandant est très intéressant. Moi, je l'aime bien. C'est waouh. Ouais, il est ok. Il est ok. Et il est plus ok que Corlessa, par exemple. Tu vois. Il est plus bah oui, il a déjà, accès au rouge, donc... Ouais, le rouge change beaucoup de choses, c'est vrai. Oui. Le commandant suivant, c'est Mahadi, le maître du bazar errant, une créature chat et diable, parce que oui, bah, c'est un pléonasme, mais tant pis. Ça coûte 3, dont un noir et un rouge, c'est une 3-3. Au début de votre étape de fin, créez un jeton trésor pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. Oui, c'est trop bien. C'est une 3-3, elle coûte 3, donc déjà c'est bien. C'est une unco, donc c'est très bien. Et ensuite, ben ouais, hein, comme d'hab, les decks sacrifices, tout ça. Vous connaissez maintenant. C'est un payoff en plus, et c'est un très bon payoff. Parce qu'en plus, il regarde même pas si c'est une créature jeton ou non qui est morte. Il s'en fout. Lui, il veut voir un truc qui meurt. Il y a un truc qui est mort, vas-y, tiens, jeton. T'as moyen en plus d'exploiter éventuellement tes créatures pour tuer des créatures adverses. Ça sera encore meilleur, parce que du coup, tu fais du 2. Ah, t'es là, 2 points, c'est génial. Exactement. Donc, tu peux mettre ça même dans Extus, pour ceux qui se rappellent encore, parce que c'était qu'il y a l'année dernière, mais... Exactement. Et comme d'hab, hein, Rival and Riches, oh lol, j'ai dit trésor, j'ai gagné, merci, au revoir. Mazie, paladine à l'épée juste, créature légendaire, alphelin, chevalier, 3-4 pour un générique, un rouge, un vert, un blanc. À chaque fois qu'une créature enchantée attaque un de vos adversaires, elle gagne plus 2, plus 0, et le piétinement jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une aura que vous contrôlez est mise dans votre cimetière depuis le champ de bataille, exilez-la. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez lancer cette carte. Ok, assez intéressant. J'avais une idée en tête. Alors c'est... Je vais évoquer avec vous une carte que vous avez probablement oubliée, ou alors dont vous vous souvenez pour de très mauvaises raisons. C'est Kaima, qui vient des decks commandeurs de Kamigawa. Celui qu'on avait défoncé ? Ouais, celui qu'on avait défoncé, en fait, qui disait que au début de ton étape de fin, en fait, tu incitais toutes les créatures que tes adversaires contrôlaient, qui étaient enchantées par une aura que tu contrôles. Et tu mettais des marqueurs plus en plus un sur Kaima. Bah en fait, Mazie fonctionne très bien, enfin Kaima fonctionne très bien dans Mazie. Et c'est vrai. C'est couillon si tu te dis, mais ouais, mais en fait, vous auriez dû la sortir dans la même édition. Voilà, mais ça existe. Mazie, derrière, en fait, c'est une très bonne carte, je trouve, parce que du coup, vous pouvez jouer Aura. Alors, le truc, c'est qu'elle gagne pas plus de plus 0 pour chaque Aura sur elle, donc du coup, Voltron, ça semble pas trop conseillé. Non. Mais on avait une carte dont je ne me souviens plus du tout du nom. Celle qui met les fumées. Activer les fumées, voilà, c'est ça. De Kamigawa aussi, qui disait que, en gros, tu ciblais X créature et tu mettais une petite aura dessus. Voilà. Un jeton d'aura. Donc ouais, c'est pas mal non plus là-dessus. Ça a l'air bien. Donc ouais, après l'avantage c'est que ouais, si vous avez moyen de mettre des enchantements qui incitent les créatures adverses, les différents impetus, hein, on va pas faire la liste, mais ou les vœux. Ouais, c'est ça. Non mais ouais, je pense que les impetus fonctionneront bien avec Mazie, et puis ce qui est bien c'est que du coup, t'as un petit aspect à la con, où même si tes adversaires pour une raison X, Y, Z, ils ont aussi des auras dans leur deck, en fait c'est bon pour eux, parce que du coup, s'ils s'attaquent entre eux, ils ont un bonus. Le commandant suivant, c'est le commandant dragon de l'édition, c'est Mirim, dragon sentinelle. Un dragon esprit qui coûte 6, dont un vert, un bleu, un rouge. C'est une 6-6 avec le vol, la parade 2. Et à chaque fois qu'un autre dragon non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton qui en est une copie, excepté que ce jeton n'est pas légendaire si ce dragon est légendaire. Alors, vous allez prendre tous vos meilleurs dragons dans les 3 couleurs là, vous allez les paquer dedans et ça va vous faire un deck. J'ai mieux. J'ai vraiment mieux. Arcana. Vous connaissez Sakashima et Spark Double? Oh putain, vas-y, tais-toi. Ah là, ça c'est sûr, hein, voilà. Non mais, je vais vous le dire honnêtement, je me déteste. Et je pense, honnêtement, je vais le dire tout de suite, je déteste ce commandant. Mirim est beaucoup trop fort. Voilà, ça va être mon coup de gueule de l'édition. Vous savez, j'en ai souvent. Mais là, j'en ai un, c'est lui. Parce que Mirim est beaucoup trop puissant. Le fait que les jetons qui sont faits ne sont pas légendaires, t'es là, déjà, il y a quand même quelques dragons légendaires qui sont assez impactants dans le format, il paraît. Le fait que du coup, si tu fais un clone, parce que même si vous faites un clone classique de Mirim, hein, il arrive en jeu, alors vous allez devoir sacrifier parce que vous avez 2 créatures légendaires du même nom. Mais le truc, c'est que comme Mirim le voit arriver en jeu, vous allez quand même faire un clone non légendaire. Donc dans tous les cas, vous faites un clone non légendaire de Mirim, et donc derrière, du coup, ça va déclencher encore plus d'effets et faire encore plus de jetons de dragon.
Donc en fait, vous pouvez jouer même un tribal Mirim, où vous jouez clone, et vous faites que des clones de Mirim. Voilà. Et puis vu que t'es rouge, tu mets Purphoros. Voilà, par exemple. C'est vraiment, mais non, Wizard, stop, quoi. Alors, et en plus, autre chose, il y a du bleu, c'est au moment où ils arrivent sur le champ de bataille, tu peux jouer Blink aussi. Allez hop, on est parti. Ah oui, c'est vrai. C'est... Parce que c'est pas... Il faut pas l'avoir lancé depuis la main. C'est juste Blink, Réanimateur ça fonctionne, mais bon, on n'est pas dans la bonne couleur. Donc ouais, ça va se jouer dans tous les decks dragons 5 couleurs, ça c'est évident. Tu peux Et jouer lui, Harmonicus. il va être con, quoi. Ouais, tu peux jouer pas d'Harmonicus, mais oui, de toute façon... Mais c'est con, honnêtement, Wizard, pour moi, ils ont foiré le design. Parce qu'il est trop craquable, beaucoup trop. Il y a Bon, trop après, de façons de le craquer. Alors, attention, argument nul, il coûte 6. Non. Si, il coûte Pas 6. 6. Réducteur de Oui. coups de dragon en rouge, la rampe en vert, voilà, c'est... On continue, Minsk et Boo, héros éternel, Planeswalker légendaire Minsk, qui arrive avec 3 de loyauté, il coûte 2, 1 rouge, 1 vert. Quand Minsk et Boo, héros éternel, arrivent sur le champ de bataille et au début de votre entretien, vous pouvez créer Boo, un jeton de créature légendaire 1-1 rouge hamster avec piétinement et célérité. Plus 1. Ciblez jusqu'à une créature avec le piétinement ou la célérité et mettez 3 marqueurs +1/+1 sur elle. Moins 2, sacrifiez une créature. Quand vous faites ainsi, Minsk et Boo, héros éternel, inflige X blessures à n'importe quelle cible, X étant la force de cette créature. Si la créature sacrifiée était un hamster, piochez X. Et bien sûr, Minsk et Boo peuvent être votre commandant. J'adore la précision sur le moins 2. Si la créature sacrifiée était un hamster, piochez X cartes. T'es là. Ouais, ça va pas arriver souvent, hein, donc oui. Bah si, il échange forme. Oui, il change forme, bien évidemment. Mais voilà, mais c'est très drôle, voilà, ce petit côté... Voilà, mais bon. Minsk et Boo, je suis assez convaincu, en fait, par la carte. Elle me paraît très sympathique, en fait. Sans être non plus ultra violente, hein. Le plus 1 est sympa. Piétinement célérité, il y a des cartes qui existent autour. Voilà. On va pas se... Après, tu peux toujours donner le piétinement ou donner la célérité d'une manière ou d'une autre. Hein, ça existe en commandeur. On a moyen de le faire. Le sacrifice de créature, oui, c'est fort. Ouais. Voilà. Et jouer tribal changelin pour dire ok, bah, je peux piocher des cartes, ça a l'air quand même pas mal intéressant. Bah donc, oui, ouais. Enfin après tu vas pas mettre paquet d'échangelins pour paquet d'échangelins, mais tu vas mettre les meilleurs quoi. Tu vas mettre les bons quoi. Ouais, les bons changelins. Mais ouais, ça va. Oui. C'est pas un super commandant, mais c'est un commandant sympathique quoi. Le commandant suivant, c'est Mintara, âme impitoyable, un elfe éclair qui coûte 4 dont un blanc et un noir, une 2-2 avec la parade X. X étant le nombre de marqueurs expérience que vous avez. Au début de votre étape de fin, si un permanent que vous contrôlez a quitté le champ de bataille ce tour-ci, vous gagnez un marqueur expérience. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 pour chaque marqueur expérience que vous avez. Alors, la carte peut être bien comme elle peut être nulle. Parce que, moi je veux juste savoir, est-ce que pour chaque créature qui a quitté le champ de bataille, tu gagnes un marqueur expérience? Ou si c'est peu importe le nombre, s'il y en a une qui a quitté, tu gagnes un marqueur. Je suis désolé de te dire que c'est peu importe le nombre. C'est pas super, après c'est bien. En fait c'est un commandant qui est bien, d'une certaine façon, parce que comme c'est les marqueurs expérience qui donnent également le boost derrière, avec le +1/+0, tu peux faire un deck aggro Orzhov qui est plutôt sympa. Voilà, et puis la parade X c'est quand même... voilà. Le prochain, Myrkul, le seigneur des eaux, créature légendaire dieu, c'est une 7/5 pour 4, un blanc, un noir et un vert. Tant que votre total de points de vie est inférieur ou égal à la moitié de votre total de points de vie de départ, Myrkul, le seigneur des eaux, est indestructible. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous pouvez l'exiler. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cette carte, excepté que c'est un enchantement et qu'il perd tous ses autres types de cartes. Oh là là. Alors, Constellation. Tac, tac, tac. Oui. Tu regardes Orzhov, enfin Abzan, c'est les meilleures couleurs pour Constellation. Tu mets tout dedans. Ensuite, tu vas aller chercher les bons tuteurs, les bonnes enchantresses. Tu mets tout dedans. Ça te fait un deck. Ouais, et on en parle, on dit dévoté de druide aussi. Ouais, oui, ça marche. S'engage pour faire un mana vert. Bah, en fait, vous pouvez transformer tous vos dorks en enchantement aussi, donc de manière générale, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est très violent, Myrkul, en fait. On dirait pas, mais c'est pour ça qu'il coûte aussi cher en Je pense mana. que ça va être peut-être le plus joué du set. Ouais, probablement le Esper aussi, voilà, le Bane, il a l'air pas mal. Ouais. Les deux sont bien. Sans compter ceux des decks, hein. Ceux des decks ouais. ne comptent pas, même s'ils sont dans le set. Les decks, ça on verra après, bien sûr. Là, pour le moment, au moment où on tourne la vidéo, on n'a même pas vu, on a vu que les commandants, c'est tout. Ouais. J'aime bien en plus c'est que Myrkul, en fait, comme tous les autres commandants dieux, il trigger uniquement sur les non-jetons.
Il y a ce côté-là qui a été mis en avant avec ces commandants-là. Donc bon, ok, intéressant. On continue avec Nira, la mage sauvage, une créature légendaire humain, elfe et chaman qui coûte 6 dont un bleu et un rouge, c'est une 2/7. A chaque fois que vous lancez un sort, vous pouvez le mettre au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Si vous faites ainsi, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte non-terrain. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Mettez ensuite le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Cette capacité ne se déclenche que 9 fois par tour. Ouais, ça te fait une possibility storm juste pour toi, c'est rigolo. Ouais, c'est assez amusant. Bah, surtout si probablement... tu triches. Oui. Probablement jouer un peu de blink pour pouvoir la trigger plusieurs fois par tour. Une fois de temps en temps. Et probablement jouer beaucoup de tours éphémères pour le faire aussi pendant les tours adverses. Ouais, ça paraît pas mal. Voilà. Après, voilà, la manipulation du dessus de la bibliothèque, on connaît. Voilà, Topi, scroll rack, classique. Ouais. Mais même les trucs qui disent quand tu casses, tu scry en fait. Ça te permet au moins d'éviter de la merde. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. On précise aussi que c'est sur n'importe quel sort, c'est-à-dire que c'est pas uniquement les éphémères rituels. Oui. Donc voilà. Pour un commandant IZ, c'est assez particulier quand même. La prochaine carte, c'est Kin aux 9 doigts, créature légendaire humain et gredin 4/4 pour un générique, un noir, un vert, un bleu. Elle a la menace. Parade, payer 9 points de vie, donc elle a exproof. À chaque fois que Kin aux 9 doigts inflige des blessures de combat à un joueur, regardez les 9 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de porte parmi elles. Puis, si vous contrôlez au moins 9 portes, mettez le reste dans votre main. Sinon, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Parce que oui, on a oublié de préciser, mais il y a des portes dans la porte de Baldur. Ouais. Donc, d'ailleurs, on précise tout de suite, c'est que actuellement, il y a, dans la tricolorité Sultai, on a un total de 9 portes différentes qui existent. Pardon, non, il y en a 10. Oui. Il me semble 10 ou 11. Donc vraiment, en fait, Kin, si vous arrivez à avoir les 9 portes, c'est que vous les avez toutes, quoi. Voilà, c'est ok. Je ne suis pas fan du tout de Kin, je vais le dire tout de suite. Je n'aime pas cette créature. Pour moi, le jeu porte sur un deck tricolore, c'est compliqué, surtout dans les conditions que je viens de vous donner. Hein, en fait, vous ayez quasiment toutes les portes de votre deck pour réussir à faire sa capacité en entier. Donc bon, mais voilà. Après, le truc, c'est que c'est un porte, c'est un truc qui était déjà un peu populaire à cause de Feu Golos. Donc il faut que ça existe. Si ça existe avec moins de capacité... C'est vrai que je suis d'accord avec toi, 3 couleurs c'est chaud, mais en vrai, c'était déjà pas un bon deck, donc là ça changera pas grand chose. Ouais, bah là je trouve que le pire en fait c'est comme tu dis, alors parade à 9 points de vie c'est quand même cher, mais ouais c'est quasiment exproof, hein, ouais. À part peut-être en début de game, mais bon voilà. Le problème c'est que derrière en fait Kin ne fait rien d'autre que jouer avec les portes. Donc je veux dire sa capacité en fait, si t'étais là tu regardes les 9 cartes et tu te dis ah ben ok, bah j'ai pas de porte, bah ok, bah voilà, j'ai juste fait les 4 dégâts. C'est du commandant bien sûr, vous pouvez jouer Voltron si vous voulez, hein, mais bon, voilà. C'est un commandant assez oubliable je trouve, et même les jeux portes, ben voilà, ça va être compliqué. Le commandant suivant c'est Oji, la lame exquise, un humain et moine qui coûte 4 dont un blanc et un bleu, c'est une 2/3. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie et regarde 2. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, exilez jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez, puis renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Du coup, ce qui est bien, c'est que c'est une autre façon de jouer Blink. Ce qui est bien, c'est que même elle, bon, elle te fait pas piocher, mais 2 points de vie et Scryder, on va dire que c'est ok. Le deuxième sort par tour, on sait que ça se fait très facilement. Donc ouais, c'est mignon en fait. Voilà, après ça reste une unco, hein, donc comme d'autres qu'on a déjà vues, elles vont bien dans des decks déjà existants. Voilà. Ouais. Chose assez drôle, c'est justement comme c'est le deuxième sort à chaque tour, ça veut dire que tu peux lancer OG et ensuite lancer un autre sort et du coup blinker OG. Ouais. C'est marrant, moi j'aime bien. Le prochain, c'est Ragadraga, le chef des Étripeurs, créature légendaire humain et sanglier, parce que c'est une 4/4 pour 2, un rouge et un vert. Chaque créature que vous contrôlez avec une capacité de mana gagne +2/+2. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec une capacité de mana attaque, dégagez-la. À chaque fois que vous lancez un sort, si au moins 7 mana ont été dépensés pour le lancer, dégagez une créature ciblée. Elle gagne +7/+7 acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Il y a beaucoup de conneries là. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de conneries. Le fait de transformer tous vos dorks, du coup, enfin, de donner +2/+2 à tous vos dorks. Alors tout à l'heure, j'ai parlé du rituel de cryptolite un peu plus tôt. Et bah, ça fonctionne bien avec. Voilà. Au passage, je vais me permettre de mentionner un de mes commandants, Essika.
Genre, oui, complètement. Bah d'autant plus que Sika donne la vigilance déjà aux créatures, donc du coup t'attaques, hop, tu les engages pour faire du mana, tu fais une bricole, lui, Raga les dégage, du coup t'es là, non mais attends, what the fuck, quoi. Ouais. C'est un peu débile comme carte. Vraiment, le potentiel, il est assez con-con. Oui. Et il coûte que 4. Voilà. Et il coûte que 4. Et le lancement d'un sort à 7 mana et plus, bah c'est facile, quoi, je veux dire. Oui. Là, ok. Bah, vous a donné le guide, en fait. Hein, tu vas monter le deck de façon à ce que tu vas avoir un Dork T1, un Dork T2, Raga T3, et T4, tu peux jouer ton truc à 7. Non, mais voilà, c'est... Et ça peut être Raga hein, qui gagne +7/+7 facilement. Ouais, bah au passage. Du coup, t'es là, double initiative derrière. Pardon. Et c'est à chaque fois que vous lancez un sort. Oui. C'est pas une seule fois partout. Donc, oh là 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 là. Voilà. Seul Dieu peut te juger hein, quand tu joues Raga, j'ai l'impression. C'est un peu ça, en effet. Le commandant suivant, c'est Raphaël, le sauveur fielleux, une créature diable et noble qui coûte 5, et dont un noir et un rouge. C'est une 4/4 vol, les autres démons, diables et diablotins et les tiflins que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le lien de vie. Au début de chaque étape de fin, si une carte de créature a été mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne, ce tour-ci, créez un jeton de créature 1/1 rouge diable avec, quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Bah voilà, on en avait parlé dans les vidéos de Capenna. Ah, ce serait... Hein, bientôt, on va l'avoir, hein, notre Lord. Bah ouais, le voilà. Le voilà. Le diable, il est où? Ouais, le Lord de Diable. Bah là, c'est Lord de Diable, le Diablotin, démon et type. Bon, Tiflin, c'est très anecdotique hein, quand même. Ouais. Encore que du coup. Sont bons. Bah ouais, tu peux jouer du coup la 5/4 qui te donne une deuxième phase d'attaque. Oui, par exemple. Alors, le truc qui est cool, c'est que ça donne le lien de vie à tes Diablotins. Et les Diablotins. Les diables. Et les tokens diables, quand ils meurent, ils collent 1. Donc ça, tu vois, c'est très drôle. Non, mais le build va être très simple. C'est un deck tribal, donc vous allez paquer les meilleurs, et puis basta, vous allez passer à la suite. Ouais. Ça va être Rakdos, il y aura du sacrifice, parce que t'as envie de sacrifier tes trucs pour avoir des trucs. Tu peux jouer Obnixilis dedans, tu peux... Enfin, trop bien. Ouais. Moi, le seule chose qui m'embête, c'est que Raphaël coûte 5, et que si tu veux le monter démon, 5, ça commence à être le moment où t'en as quand même pas mal des bons démons. Donc, ouais, mais en fait, le truc, c'est que tu vas mettre ton bon démon à 4 et tu vas jouer Raphaël. Ouais, ensuite tu joues Raphaël. Oui, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. La créature suivante, c'est Rilzarael Kaïd, créature légendaire humain et gredin 2/5 pour 3, un bleu et un noir. Elle a le contact mortel. Quand Rilzarael Kaïd arrive sur le champ de bataille, vous prenez l'initiative. À chaque fois que vous attaquez, une créature attaquante ciblée acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Si vous avez terminé un donjon, cette créature gagne aussi +5/+0, l'initiative et la menace jusqu'à la fin du tour. Moi je l'aime bien. Déjà c'est un commandant qui donne l'initiative, enfin. C'est vrai qu'on n'avait pas encore vu prendre l'initiative. Qui permet de prendre l'initiative. Ouais, qui prend l'initiative, excusez-moi. Mais j'aime bien en fait le fait qu'on ait ce côté créature attaquante qui gagne le contact mortel, ok, pourquoi pas. Mais surtout le fait de terminer le donjon, quoi. Sachant qu'en plus, on a quand même dans ces couleurs-là la possibilité d'avancer dans le donjon. Alors pas uniquement avec la prise d'initiative, mais aussi avec simplement aventurez-vous dans le donjon, puisque quand on est dans les souterrains, on peut continuer à s'aventurer dans le donjon sans problème. C'est super intéressant en fait, moi j'aime bien, j'aime le petit bonus là, +5/+0, t'es là, oui d'accord, pourquoi pas. C'est vraiment genre, ah ouais tiens, vas-y prends ça. Là. Vas-y, initiative menace, t'es là, comme ça je gère 2 créatures, what. Prends ça aussi quoi. Ouais voilà, c'est sympa, c'est sympa. Oui. Le commandant suivant, toujours la même couleur, c'est Tasha, la reine sorcière, un planeswalker légendaire Tasha, avec 4 de loyauté quand elle arrive, elle coûte 5, dont un bleu et un noir. A chaque fois que vous lancez un sort que vous ne possédez pas, créez un jeton de créature 3/3 noir démon. Et +1, piochez une carte. Pour chaque adversaire, exilez jusqu'à une carte d'éphémère ou de rituel ciblée depuis le cimetière de ce joueur. Mettez un marqueur page sur elle. -3, vous pouvez lancer un sort parmi les cartes en exil avec des marqueurs page sur elle, sans payer son coût de mana. Et elle peut être évidemment votre commandant. Ouais, bah ça va être comme pour le conseil des 4, là ça va être un peu le build d'Ymir Control avec un gros aspect Gonti dessus. En fait, vous allez juste vouloir jouer les decks des autres. Sauf que celle-ci, en fait, elle vous remercie de le faire en vous donnant des jetons. Après, elle coûte un peu cher vu qu'elle coûte 5, mais c'est pas très grave dans ces couleurs-là. Vu que c'est un deck qui est censé romp shit un petit peu. Le but étant soit d'aller piquer les pièces de combo en face pour shut down les decks, soit de juste piffer des trucs et essayer de gagner comme ça. Donc, voilà. Tu peux tenter aussi un peu de meule, parce que comme elle le +1 va exiler les éphémères rituels des cimetières, t'es là, c'est pas mal. Sachant qu'en plus, le truc quand même génial, c'est le fait que
Les cartes n'ont pas besoin d'avoir été exilées, étant donné qu'elles ont Oui. les marqueurs pages tout le temps. Si jamais C'est ça. Tasha se fait gérer et revient, bah du coup tu peux à nouveau les jouer, t'es là. Et c'est sans payer leur coup de mana en plus, hein. Ouais. C'est violent le -3, hein. C'est Mm. vraiment violent. Mm. Il suffit que t'aies meulé un petit expropriate là. Non, on va arrêter de parler d'expropriate. Au secours. Mm. Mais c'est un bon commandant. Le prochain, c'est Taracus, le boucher, créature légendaire dragon et paysan. C'est une 3/4, elle coûte 3, un rouge et un vert. Elle a le piétinement, et à chaque fois que Tarkus, le boucher, attaque, doublez la force de chaque dragon que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. What? Pardon? Voilà. Bah oui, bah tu mets ça dans un deck dragon, Voilà. et puis voilà. Ouais. Ou alors vous pouvez monter le deck dragon autour de Tracus. Hein. Honnêtement, What? Enfin bon, il est Ouais. fort. Ouais. Et en plus, bah, alors c'est bien qu'il soit fort parce qu'en plus, ils ont la combinaison de couleurs la plus iconique de dragon, rouge-vert. C'est vrai que c'est quand même une combinaison qui est relativement forte et dans laquelle on retrouve beaucoup de dragons Ouais. assez intéressants. Complètement. Donc ouais, violent. Et par contre, c'est un dragon et paysan. Le dernier commandant multicolore, c'est... et le dernier commandant créature d'ailleurs, c'est Zevlor, exilé d'Elturel. Un Tiflin et guerrier qui coûte 4 dons, un bleu, un noir et un rouge, c'est une 4/2. Il a la célérité, et pour 2 en l'engageant, quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou de rituel qui cible un seul adversaire ou un seul permanent qu'un adversaire contrôle ce tour-ci, pour chaque autre adversaire, choisissez ce joueur ou un permanent qu'il contrôle, copiez ce sort, et la copie cible le joueur ou le permanent choisi. C'est pas mal, ça fait beaucoup de texte, hein, encore une fois. Il est bien. Il est bien, il va permettre de faire des builds très très rigolos, assez explosifs, ou qui, justement, ne feront rien du tout. C'est Oui. ça qui est drôle. Voilà. Tu vas t'amuser, en fait, à vouloir essayer de cibler plein de trucs en une fois. Tu vas mettre tous les trucs de copie. Tu vas mettre toutes tes cartes de Magecraft. Ah, tu peux jouer le sort nul de Nyx. Pour 7 et un... Ouais, c'est pour 7 et un noir. C'était un rituel et ça te permettait de prendre le contrôle du tour d'un joueur. Ah oui, en effet, oui. Je vois lequel dont tu parles. Voilà, en gros, tu vas jouer ce genre de carte un peu débile. Et à côté de ça, t'auras le package classique Grixis Spellslinger avec les bonnes cartes qui vont bien, quoi. Je le vois comme ça. Oui, en effet. En effet. Je vois le truc. De toute façon, ça va être... Il n'y a rien de très... En fait, c'est encore une fois, on prend une mécanique qui est souvent exploitée, qu'on connaît bien. Mais du coup, le commandant apporte quelque chose d'assez unique de la façon d'exploiter. C'est ça. Voilà. Mais ça fait plaisir. Alors, Émeric, que tu en penses quoi de ces commandants multicolores? Qu'est-ce qu'ils t'inspirent, là? Beaucoup de choses, comme on a dit plusieurs fois hein, tout au long de l'analyse, c'est des commandants qui proposent des choses qu'on connaît, qui voilà, notamment les Unco. Je trouve les commandants Unco assez fous c'est vrai. en termes de puissance, alors que ce ne sont justement que des Unco. Et à côté, tu vois, il y a Bal, donc c'est dire. Le pauvre. Non, franchement, du très bon. Rien qui me semble au premier abord un peu trop pété. Bon, à part un commandant qui a potentiel CEDH, mais ça arrive, il en faut bien. Globalement, peu de déception, donc c'est cool. Voilà. Je suis assez content du batch là. Ça fait quand même pas mal de créatures, hein, par contre. Ouais, ça fait pas mal de créatures. Il y en a probablement quelques-unes voilà, qu'on oublie un peu dans le tas et qui vont probablement passer surtout dans les decks, je pense. Il y a quelques-unes où je me dis, ah ouais, bah ça va rentrer dans tel deck, tel deck, tel deck. Les différents commandants dragons bicolores, par exemple, c'est probable qu'ils rentrent souvent dans les decks, mais sans avoir leur propre deck. Et il y a beaucoup de bonnes choses, en fait. C'est encore une fois exploiter des mécaniques qu'on connaît, mais avec quelque chose de nouveau. Et là, Wizards, je trouve qu'ils ont encore réussi leur coup sur cette édition, donc bravo. Voilà, moi il y a des commandants qui me hype de fou. Par contre, j'ai peur que justement, ils me hype tellement que tout le monde saute dessus. Et du coup, il va y avoir 36 decks et je vais être là. Oui. Mais non, je veux pas avoir le même que tout le monde, à ce coup. C'est le problème. Eh ouais, mais bon. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de bonnes choses proposées ici. Et écoutez, dites-nous aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ce qui vous intéresse, ce que vous voulez monter. Voilà, ça nous fera plaisir. Et même ce que vous aimez pas, hein. Oui, même ce que vous aimez pas. Allez, vas-y. Du négatif, allez, vas-y, faites du trash talk, là, faites vos vieux cons, y a pas de problème. C'est autorisé. Bref, allez, on se laisse et la prochaine fois, on va aborder les cartes de l'édition. Ça va être un gros morceau aussi, ça. On vous prépare la liste, c'est du lourd. Voilà, c'est du très très lourd. Sur ce, à la prochaine. Salut.